Les gens vivent maintenant dans la peur ici. Parce que les autorités sont faibles. Il n'y a pas assez de policiers pour nous protéger. Tout le monde pourtant savait qu'ouvrir nos magasins le vendredi, c'était très dangereux. Nous retournons au marché le vendredi suivant, une semaine après l'attentat. La tension est palpable. Il est 6 h du matin. Dans toute la région, des dizaines de milliers de soldats sont mobilisés. Pas un véhicule ne rejoindra le marché sans avoir été fouillé. Le lieutenant-colonel Siwi Chen est nerveux. Il arpente les allées pour contrôler le déploiement des 800 soldats placés sous ses ordres et rassurer les commerçants. Juste ici devant, il y a déjà eu une bombe. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Parce qu'il y a eu plein d'alertes. Alors maintenant, on est habitué. Ici, on est en plein milieu du champ de bataille. En aparté, le colonel ne cache pas ses appréhensions. C'est vrai qu'il y a déjà eu des attentats sur ce marché par le passé. Mais depuis le mois dernier, les signaux d'alerte se multiplient. On reçoit des menaces parce que les terroristes ne veulent pas que le marché fonctionne le vendredi. En Thaïlande, il y a une tradition de grande liberté religieuse. Alors ce n'est pas encore une guerre de religion, mais ça ressemble de plus en plus à une guerre civile. Un petit temple bouddhiste au sud de la Thaïlande. Dans ce cercueil, la victime d'une guerre oubliée, Paisarn Chantalansap, 55 ans, un petit commerçant tué dans un attentat à la voiture piégée. La famille de la victime, elle, semble résignée. La violence ne fait qu'augmenter. Avant, il n'y avait que des fusillades. Mais aujourd'hui, ce sont des voitures piégées qui sont utilisées pour tuer toujours plus de gens. L'année dernière, pas moins de 322 actes de terrorisme ont été recensés dans le sud de la Thaïlande, un record. La communauté bouddhiste ultra-minoritaire dans la région doit faire face à des séparatistes musulmans qui veulent instaurer un califat. Une guérilla sous les tropiques qui fait les gros titres des journaux télévisés. La police cherche des indices qui pourraient la mener sur les traces des insurgés qui ont fait sauter une voiture piégée à Saiburi. Saiburi, une petite ville de 3000 habitants. C'est dans ce quartier commerçant de la communauté bouddhiste qu'une bombe a explosé. Ici que Paisarn Chantalansap a perdu la vie à cause de cette voiture piégée. La bombe a fait 6 morts et plus de 40 blessés graves. Le message des séparatistes musulmans est clair. Personne ne doit travailler le vendredi, c'est jour de prière. Un homme nous interpelle. Ce commerçant ne souhaite pas être identifié, mais il veut nous montrer ces images qu'il a prises avec son téléphone portable quelques minutes avant l'explosion. C'est d'abord un premier véhicule noir à droite sur ces images qui vient stationner dans la rue. C'est lui qui contient la charge explosive. Quelques secondes plus tard, un second véhicule, un pick-up gris, dépose un commando de 7 hommes armés. Rapidement, ils vont vider leur chargeur sur une bijouterie avant de repartir. C'est ensuite au tour du conducteur du premier véhicule, cet homme en noir, d'abandonner sa voiture piégée. L'attaque de la bijouterie est en fait un leurre. Les terroristes vont attendre quelques minutes qu'un attroupement se forme devant la bijouterie avant de déclencher leur bombe. Les gens vivent maintenant dans la peur ici. Parce que les autorités sont faibles. Il n'y a pas assez de policiers pour nous protéger. Tout le monde pourtant savait qu'ouvrir nos magasins le vendredi, c'était très dangereux. Nous retournons au marché le vendredi suivant, une semaine après l'attentat. La tension est palpable. Il est 6 h du matin. Dans toute la région, des dizaines de milliers de soldats sont mobilisés. Pas un véhicule ne rejoindra le marché sans avoir été fouillé. Le lieutenant-colonel Siwi Chen est nerveux. Il arpente les allées pour contrôler le déploiement des 800 soldats placés sous ses ordres et rassurer les commerçants. Juste ici devant, il y a déjà eu une bombe. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Parce qu'il y a eu plein d'alertes. Alors maintenant, on est habitué. Ici, on est en plein milieu du champ de bataille. En aparté, le colonel ne cache pas ses appréhensions.
C'est vrai qu'il y a déjà eu des attentats sur ce marché par le passé. Mais depuis le mois dernier, les signaux d'alerte se multiplient. On reçoit des menaces parce que les terroristes ne veulent pas que le marché fonctionne le vendredi. En Thaïlande, il y a une tradition de grande liberté religieuse. Alors ce n'est pas encore une guerre de religion, mais ça ressemble de plus en plus à une guerre civile. Attentats, fusillades et exécutions de fonctionnaires, incendies de bâtiments publics. Dans le sud de la Thaïlande, il ne se passe pas une semaine sans un nouvel incident. L'armée, elle, est partout. Bonjour. Ok, circulez. Alors, qui sont ces séparatistes musulmans qui font couler le sang au pays du sourire? Cette guérilla compterait environ 4000 hommes. Une armée invisible qui ne parle jamais aux médias. De leur lutte, on ne voit que les atrocités. Pour mieux comprendre, il nous faut rencontrer un repenti. Arrêté par l'armée thaïlandaise, il a payé de plusieurs séjours en prison son appartenance à la guérilla. Aujourd'hui, il a officiellement abandonné la lutte armée, mais il connaît parfaitement les rouages du système. Les militants sont tous volontaires. Ils portent la cause séparatiste en eux, dans leur cœur. Les armes, elles viennent de cadres de l'armée. Ce sont des armes volées et revendues. Et puis, il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger. L'argent de la guérilla vient aussi de l'étranger, de Malaisie, d'Indonésie et puis de Brunei. Ça vient d'Asie, des pays musulmans voisins. Face à ce réseau bien organisé, le gouvernement envoie toujours plus de militaires et arme maintenant des milices de citoyens. Ceux qui se retrouvent dans le café d'un ancien militaire sont bien loin de l'image traditionnelle du zen bouddhiste. Les hommes d'Apiyut Watanapinyo ont pris les armes. Les autorités m'ont donné tout pouvoir pour organiser notre défense avec les autres volontaires, pour protéger les villageois bouddhistes. Moi, si j'aperçois le moindre ennemi, je l'abats. J'en ai déjà tué beaucoup par le passé. Si on ne les tue pas, ils sont arrêtés et relâchés dès le lendemain. Apiyut est à la tête d'une soixantaine de miliciens bouddhistes. Plusieurs fois par jour, à bord de leur pick-up, ils patrouillent dans les villes et les villages pour traquer les séparatistes musulmans. Dans ma voiture, il y a 4 armes chargées. J'ai acheté une partie de ces armes moi-même, mais les autres ont été fournies par l'armée thaïlandaise. Les armes ont été données aux gens pour s'entraîner, pour se protéger et pour protéger leur famille. Personne ici n'essaye plus de cacher les liens entre les forces de l'ordre et ces miliciens bouddhistes à qui on a donné carte blanche. Ils seraient aujourd'hui 70 000 dans le sud du pays. Et comme Apiyut, ils sont chez eux dans les camps retranchés de la police. Si un seul jour on ne patrouille pas, on ne surveille pas la région, on n'est pas présent, on est mort. Les voitures piégées, les motos piégées, c'est ça qui nous attend. C'est pour ça qu'on a besoin de ces checkpoints, de ces armes, ces patrouilles, pour notre sécurité, pour la survie de notre communauté. Cette guerre, l'État thaïlandais refuse de la regarder en face. Au fanatisme des groupes séparatistes, Bangkok oppose une répression de plus en plus dure. 5000 morts en 10 ans. Le décompte macabre se poursuit au point qu'une solution négociée semble aujourd'hui impossible. Dans le sud, bouddhistes et musulmans payent ensemble chaque jour le prix exorbitant de cette guerre oubliée.